On s'appelle Potemkin déjà. Donc en référence au film d'Eisenstein, Le Cuirassé Potemkin. Et puis, on fait venir des critiques, des historiens. Et donc ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous Bernard Eisenschitz, qui est critique, historien, plutôt historien du cinéma, qui était venu déjà pour nous parler de Fritz Lang pour Metropolis. Voilà, ça me revient, avec toute l'équipe de Revue et Corrigé. Et puis, on n'avait pas fait de rencontre, mais il y avait l'ouvrage sur Douglas Sirk, qui était qu'on avait accueilli chaleureusement, et puis ce soir vous venez pour un très bel ouvrage autour de Boris Vassilievitch Barnett, Boris Barnett, qui aux éditions de l'Œil, merci Gaël, et Boris Barnett que beaucoup d'entre nous ont découvert récemment à la Cinémathèque française. Parce qu'il y a eu une rétrospective, un cycle. Alors je ne sais pas si la sortie de l'ouvrage était prévue, tout ça était concomitant, était organisé, mais bon, il y a eu un succès, il y a eu une rencontre avec des films qu'on n'avait pas vus. Alors vous allez peut-être prendre le micro, Bernard, parce qu'on enregistre. Ouais, celui-ci. C'était concomitant, en effet. C'était prévu. Déjà, vous, on sent que c'est un projet qui est, c'est un très bel ouvrage déjà, très bien écrit. Il y a un matériau d'archives, des photos, des photogrammes, c'est vraiment un très beau bouquin. Donc déjà, merci, félicitations. Mais pourquoi, racontez-nous un peu votre rapport au cinéma russe et puis votre rencontre avec Boris Barnett, parce que ça remonte peut-être. C'est ce premier contact avec ce réalisateur-là que vous avez dû découvrir un jour, j'imagine, comme nous aujourd'hui. Oh là là, ça remonte au programme de la Cinémathèque française qui est rue d'Ulm, où Langlois passait les films de sa collection. Comme il était fâché avec les autres cinémathèques, il avait un choix relativement limité, mais dans ce choix, il y avait des choses extraordinaires que personne d'autre n'avait ni ne connaissait. Et il avait en particulier ce film qui passait, et c'était des films qui passaient tous les 6 mois, tous les ans, et petit à petit, on se disait, c'est pas dans Sadoul. Pourtant, Sadoul, c'était bien, surtout sur le cinéma soviétique. C'est pas dans Sadoul, mais si on allait voir. Donc on finissait par voir, et puis on tombait amoureux de certains films. Donc c'est ce qui est arrivé avec Au bord de la mer bleue, dont on a découvert après que c'était un film, en fait, qui ne circulait pas dans les cinémathèques, parce qu'il avait été vaguement interdit dans les années 30, et que pour les bureaucrates soviétiques, on ne faisait pas attention à l'année du moment qu'il y avait un tampon interdit, on ne sortait pas les films. Donc, mais si quelqu'un les demandait ou insistait suffisamment, on pouvait y arriver. Donc ce film nous a rendus curieux, les gens de mon âge et moi. Mais cela dit, Barnett, c'est une histoire ancienne, puisque le premier article de Rivette qu'on voit là, c'est le premier article de Rivette dans les Cahiers du cinéma, c'est un article sur Barnett en 1952. Donc je cite, donc on tait souvent la vérité, ainsi que si l'on accepte Eisenstein, Boris Barnett doit être tenu pour le meilleur cinéaste soviétique. Voilà, alors ça c'est dans un des premiers numéros des Cahiers du cinéma, donc il y a 70 ans. Et puis, donc bien avant, à une époque où je n'allais pas au cinéma, où certainement pas voir de films muets, ni de films sans traduction. Et voilà, et périodiquement, il y avait une redécouverte à partir de la disponibilité des copies. Ou des curiosités. Alors la curiosité est arrivée avec ce film, il fallait en voir d'autres, on voyageait un petit peu pour voir les films, on pouvait en voir à Bruxelles, on pouvait en voir, petit à petit c'est arrivé, puis dans les années 70, 80... Bon, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est en 68, Langlois a fait une grande rétrospective à Avignon, inconnu du cinéma soviétique, où il a annoncé qu'il faisait découvrir un certain nombre de cinéastes, et Barnett était une des principales découvertes. Donc il y avait Barnett, il y avait la FEX, la fabrique de l'acteur excentrique, il y en avait d'autres qui aujourd'hui sont de nouveau oubliés ou complètement passés dans la mémoire collective.
Alors, déjà, parce que moi j'imagine toujours qu'on a en face de nous des gens qui n'ont pas vu de film de Boris Barnett, qui ne le connaissent pas du tout. Donc, pas en quelques mots, mais est-ce que vous pourriez nous présenter tout simplement qui est Boris Barnett? C'est quelqu'un qui a quand même, un cinéaste qui a traversé toute l'histoire de l'URSS, qui a fait plus d'une vingtaine de films. Mais vous, avec votre regard d'historien, comment vous le présenteriez? Comment on peut le présenter simplement? C'est un cinéaste de la première génération soviétique, c'est-à-dire des gens qui ont commencé à faire des films après la révolution d'octobre. Avant, c'était des cinéastes russes sous le tsarisme. Là, c'est la première génération de cinéastes soviétiques. Il a commencé donc dans les années 20 et il a fait des films pendant 40 ans jusqu'à sa mort en 65. Il n'a pas arrêté. Donc ça couvre toute une période de l'histoire soviétique. Et c'est intéressant parce qu'en travaillant sur le livre, j'ai découvert à quel point les films sont en phase avec le moment où ils apparaissent. C'est un phénomène qui arrive souvent dans le cinéma soviétique. Évidemment, on y pense moins parce qu'on connaît essentiellement Eisenstein, qui était à l'inverse, qui était un artiste qui suivait son propre chemin et qui faisait les films qu'il voulait faire avec ses théories, avec ses idées, avec son œil intérieur. Et ensuite, on connaît Tarkovsky, qui d'ailleurs était un grand admirateur de ce qu'il connaissait de Barnett. Ensuite, on pense à Tarkovsky, c'est la même histoire. C'est une histoire, un cheminement, un parcours intérieur et une image à lui qui est son image qui se reflète. Bon, les films de Tarkovsky sont en phase avec son histoire de l'Union soviétique. Mais son intérieur aussi. Son fond intérieur. Le miroir, puisqu'il vient de paraître un petit livre sur le miroir, par exemple, qui est le film le plus net sur une des plus belles choses qu'on ait pu dire sur l'Union soviétique dans la version cauchemar. Et Barnett, c'était un cinéaste de son temps. Il a fait 23 films, donc, et sur les 23 films, il y en a un seul qui ne se passe pas à une époque où il a vécu ou qu'il a pu voir. C'est un film qu'il a repris parce que le premier réalisateur était mort. Mais tous ces films sont des films soit du contemporain, soit du passé dont il se souvient, lui, qu'il a connu, qu'il a vu de ses yeux vus. Mais non, c'était passionnant en lisant votre livre. Ça m'a ramené à mes cours d'histoire du lycée et de tout le début de la révolution d'octobre, la NEP, la nouvelle politique économique, les koulaks, toutes ces choses-là que je n'avais pas entendues, les soft causes, les cold causes, les soft causes, toutes des choses que je n'avais pas entendues depuis très longtemps. Et là, qui étaient filmées ou décrites, parce que vous les décrivez très bien, vous prenez votre livre est chronologique et vous faites quelque part presque film par film, et on voit comment il a été contemporain, comment il a observé la Russie, l'URSS, ce pays, au moment où les choses se faisaient ou se défaisaient. Il y a quelque chose qui est pas un décalque fidèle, parce qu'il y avait un regard, j'imagine. Mais il a fait ce qu'il voyait, il a fait ce qu'il savait faire. De ce côté-là, il a été un petit peu comme les cinéastes américains de l'époque classique, ses contemporains, disons, qui faisaient des films, qui considéraient qu'ils faisaient des films à la commande et qui en fait transformaient les commandes en ce qu'ils voulaient raconter, ce qu'ils voulaient dire, avec aussi des problèmes de censure, etc. Bon, ce qui est intéressant, évidemment, ce qui est là où j'ai dû travailler un peu davantage, c'était qu'au-delà de la révolution d'octobre et de la NEP, il y a toute une histoire soviétique qui n'a pas été racontée, qui a été racontée que sous l'angle de la répression, de la terreur, etc. Et on voit que les gens continuaient de vivre dans la répression, dans la terreur, ou à côté, ou en parallèle, mais ils étaient marqués par ça, et en même temps, ils faisaient leur propre travail, leur pensée continuait de fonctionner. On ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait avec la Révolution, avec donc des épisodes comme la résistance à l'invasion nazie, comme les dernières années de Staline, qui ont été parmi les plus noirs du pays, et comme le très timide dégel, la très timide déstalinisation
de ces dernières années. Et là-dessus, c'est tout à fait... Alors, c'est tout à fait synchrone avec le parcours de Barnett, puisqu'il a fini... Je te raconte, j'ai trouvé ça au dernier moment. Il a fini son dernier film au moment où Khrouchtchev a été viré. Et remplacé par un groupe, dont Brejnev, qui a fini par prendre le pouvoir. Donc il y a un parcours qui est intéressant, non pas parce qu'il raconte l'histoire, mais parce qu'il raconte un peu l'œil intérieur de l'Union soviétique, la poétique et la vision du pays et le sentiment du pays. Alors, si on part du début, alors on a prévu quelques extraits, donc vous nous dites un peu en amont qu'on ait le temps de les préparer, si vous voulez qu'on lance un extrait ou un autre. Alors, dans ces années de formation, parce que moi je trouve intéressant de voir d'où il vient ou comment il vient au cinéma. Il y a un nom qui revient et qui est important à l'époque, c'est le nom de Kuleshov. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et puis nous redire, nous, ce qu'on connaît de Kuleshov, c'est l'effet Kuleshov, voilà, moi, peut-être un peu plus, mais voilà. Mais dites-nous qui était Kuleshov et quelle importance il a eu aussi dans la formation, peut-être Il a été formé très tôt au cinéma, il a été formé avant la Révolution, par le cinéaste... Là, vous parlez de Kuleshov, hein? Ouais. Par le cinéaste pré-révolutionnaire le plus talentueux. Donc il connaissait son métier et en même temps, il était comme les jeunes de ces années-là, complètement passionné par les avant-gardes. Donc il a développé, par les avant-gardes, et les avant-gardes, le moyen d'expression pour les avant-gardes, c'était une manière de raconter qui n'avait pas encore été inventée, c'est-à-dire raconter par le cinéma, raconter par un œil mécanique, et non pas écrire des romans ou faire de la peinture. Il fallait trouver autre chose. Donc Kuleshov a commencé à faire ça, à avoir l'idée de... Il a commencé à faire des films, il a fait des actualités pendant la guerre civile. En même temps, il a fait des fictions, et en même temps, il s'est préoccupé de créer une école, de théoriser ce qu'il faisait, ce qu'il découvrait. C'est-à-dire, le fameux effet Kuleshov, on met deux bouts de pellicule et puis ça a un sens. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est trois. Mais on met un morceau de pellicule neutre on met un morceau de pellicule de quelqu'un qui regarde et trois contre-champs de trois objets ou personnages différents. Et l'effet Kuleshov, la personne qui le raconte le mieux, c'est Hitchcock, qui explique, qui s'en est tout le temps servi, qui fait une référence très très directe. C'est-à-dire, l'expression du personnage change dans la perception du spectateur en fonction de ce qu'il voit. De l'image qui vient après. De l'image qui vient après, du contre-champ. C'est-à-dire, ça peut être, s'il voit une femme nue, ça devient un regard lubrique. S'il voit un cadavre, c'est une expression de deuil. Et s'il voit un repas servi, ça devient... Parce que les sujets ont complètement varié, chacun invente le sujet. Et sinon, on voit un homme affamé qui se prépare, qui salive et se prépare à manger. Bon. Donc Kuleshov a essayé de raconter ça, ce que Hitchcock a fait d'ailleurs dans sa vie, dans les fameux entretiens de Hitchcock, cette idée que le cinéma, ça peut se décomposer en un certain nombre d'éléments qui fabriquent une narration. Et puis Kuleshov voulait transmettre, et donc il a créé une école, il a co-créé une école, où il a pris en main une école et un laboratoire où il a formé un certain nombre des cinéastes les plus brillants du cinéma soviétique des années 20, c'est-à-dire Pudovkin essentiellement, Barnett évidemment, même Eisenstein a passé 3 semaines dans son atelier, et des acteurs comme, des acteurs qu'on ne va pas mentionner maintenant parce qu'ils sont vraiment encore moins connus que Boris Barnett, mais voilà, ça a été une école extraordinaire à partir de laquelle, allant dans son sens ou allant à rebours, le cinéma soviétique s'est formé au cours des années 20, et ce qui avait été formé au cours des années 20 n'a pas pu être complètement démantelé dans les années 30. A été
quand même sérieusement endommagé, mais c'est poursuivi. Est-ce que ça a impliqué des choses? Parce que je crois qu'il y a eu par rapport à quelle était la manière de diriger un acteur, par exemple. Parce qu'il y a aussi des noms qui viennent, comme Stanislavski, ou des méthodes comme ça qui ont été Oui. assez importantes dans l'histoire du cinéma, tout simplement. Oui. Est-ce que à cette époque-là, quelqu'un comme Barnett s'empare a déjà des partis pris forts ou, Oui. dites-nous peut-être quelques mots Oui, là-dessus. oui, complètement. Barnett, c'est là que Barnett s'est opposé à Kuleshov, dont l'idée était que le film était quelque chose qu'on pouvait totalement concevoir à l'avance et que les acteurs étaient comme, selon la formule de Hitchcock, probablement pas attribuée à tort, mais en tout cas les acteurs comme du bétail, où l'idée de Hitchcock, c'est que les acteurs sont le résultat de la mise en scène et on peut pratiquement calculer l'effet qu'on va obtenir. Et Barnett, qui avait commencé comme Grouillot au théâtre, et qui avait deux grandes admirations, qui étaient les deux grands courants du théâtre, c'est-à-dire Stanislavski et le rival de Stanislavski, Meyerhold. Et c'est d'ailleurs le seul cinéaste qui parle, apparemment, qui a été marqué par les deux également. En général, bon, Eisenstein évidemment était du côté Meyerhold. Pudovkin très vite a été du côté Stanislavski, c'est-à-dire on fait attention aux acteurs. Eisenstein, les acteurs, c'était le principe directeur de Kuleshov et d'Eisenstein après lui, c'est le cinéma, c'est avant tout le montage. Ouais. Point. Et puis Barnett a arrêté, là il s'intéressait quand même aux êtres humains et c'est là qu'il s'est éloigné, théoriquement, pas humainement, de Kuleshov, parce que ce qui l'intéressait, c'était filmer les hommes. Et de ce côté-là, il était plus près de Stanislavski, tout en connaissant très bien le travail de montage, en ayant appris dans la maison de la rue Troubnaïa, il y a des choses qui viennent très nettement du cinéma de montage, et en même temps il y a des personnages qui ont une réalité de cinéma, une réalité dans le temps. On va peut-être on peut préparer Troubnaïa peut-être. C'est comme ça que j'avais suggéré ça subtilement. Merci Bernard. Le temps qu'on prépare une séquence au début de la rue Troubnaïa ça s'appelle La maison de la rue Troubnaïa, donc c'est un film sur une maison. Alors attends, on va passer le son peut-être, on va mettre le son sur DVD. C'est le DVD là. Non, ouais, c'est ça.
Alors évidemment, on n'a pas le. Bon, je parlais des acteurs ici. On voit pas vraiment le travail avec les acteurs, sauf le coiffeur Golikov, qui est un des acteurs extraordinaires des années 20, mais qu'on entrevoit seulement. Mais on voit le travail sur la composition d'une scène, sur l'écriture, etc. Donc, chez Barnett, il y a à la fois ce travail sur l'écriture, alors là, qui est un travail assez particulier, puisqu'il a travaillé sur le film. Il a pris un scénario d'une scénariste débutante qui a été très, très, très mécontente quand elle a vu le film et qu'il a dénoncé publiquement. Il a travaillé avec 4 scénaristes différents, successifs, dont 2 qui étaient des écrivains, des poètes et des écrivains du groupe le groupe Les Imaginistes, qui étaient des écrivains autour de Есенин, qui était le grand rival de Mayakovsky en poésie, dans la poésie du début des années 20. Le 3e était un polygraphe, Victor Shklovsky, qui était théoricien, écrivain, romancier, et qui revenait d'exil à Berlin. Et Shklovsky, qui est resté un ami toute sa vie. Et le 4e, j'ai oublié. Le 4e, si, c'était un scénariste qui avait déjà travaillé avec lui dans ce studio. Et il utilisait les 4 séparément, et il montait le travail des 4 sur papier, et finalement, quand il arrivait sur le plateau, il laissait le scénario à la maison et il tournait en improvisant. Alors improviser, ça ne veut pas dire tourner n'importe quoi, ça veut dire se laisser la liberté de faire des choses qui n'ont pas été totalement maîtrisées et légiférées, quoi. Et bon, c'est ça un petit peu une des caractéristiques, des secrets de fabrication qu'on a pu, sans rien savoir de Barnett, qu'on a pu voir dans ses films, un sentiment de liberté dans l'invention qui nous paraissait assez proche, aussi bien du cinéma français des années 30, disons de type La Talente, Vigo ou Renoir, que de ce qui était c'était le cinéma américain, c'est-à-dire un cinéma complètement de studio et en même temps un cinéma tout à fait en liberté dans l'invention. D'ailleurs, vous en parliez, mais quel regard avaient ces réalisateurs sur le cinéma étranger, sur le cinéma américain? Parce que j'ai l'impression que c'est un dialogue où on regarde Griffith, on regarde Intolérance, on le met... où il y a quelque chose comme ça qui communique aussi artistiquement. On regarde ce qui se passe de l'autre côté. Jusqu'au fin des années 20, ils ont vu... Bon, d'abord, essentiellement, ils ont vu les films américains pendant la période d'enseignement chez Kuleshov. Kuleshov leur montrait... Kuleshov a écrit un article sur l'américanite, enfin sur la maladie de l'américanisme. Et Kuleshov montrait des films américains, en particulier Griffiths, et parfois même en attribuant en croyant que des films étaient de Griffiths alors qu'ils n'étaient pas de lui, en fait. Des films américains de la période Mary Pickford, enfin, tournant des années 10, années 20, etc. Et ça leur est resté toute leur vie, aussi bien à quelqu'un comme Pudovkin qu'à Barnett. Après ça, il n'y a plus rien eu. Hein. Pendant les années 30, il n'y a plus eu du tout de films étrangers. Enfin, il y en a eu, je sais pas, il y en avait un par an, quelque chose comme ça. Pendant certaines années, les avant-gardes dialoguent, et puis au bout d'un moment, le politique ou le... C'était pas un dialogue, enfin c'était un dialogue avec les films, mais c'était pas un dialogue entre cinéastes. Là-dessus, il n'y avait pas il n'y a pas eu d'échange vraiment avec les cinéastes, sinon quelques voyages, mais très 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 rares. Et c'est dans l'après-guerre qu'il y a eu de nouveau des films américains, mais que Barnett n'a pas vu en fait, tout simplement. Alors ça c'est encore un autre chapitre, tout simplement parce qu'après la guerre, alors il avait été, au début de la guerre, au début de l'invasion nazie, il avait été évacué vers le Kazakhstan, vers Alma-Ata, comme toute la production de Moscou et de Leningrad avait été évacuée vers l'Asie, et la plupart des cinéastes sont rentrés à Moscou en 1944-1945. Eisenstein a terminé Ivan le Terrible au Kazakhstan, à Alma-Ata, et puis ensuite il est rentré terminer le film à Moscou. Et le cinéma est rentré, sauf Barnett. Barnett, on lui a demandé on l'a envoyé
d'un studio à l'autre pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire il a eu une quinzaine d'années d'exil non formulé. Pas dans le sens d'une punition, mais dans le sens de... Il n'était pas assez important pour qu'on fasse attention. Donc il était parfait pour sauver des coups, aller retaper des studios, participer à la réédification des studios, au premier film après la libération, etc., etc. Donc il s'est trouvé aussi bien à Kiev, plusieurs fois en Ukraine, pour 3 films, qu'à Kishinev, à Sverdlovsk, à Yerevan, où il a tourné une fois la nuit, dont on va voir un petit morceau si on a le temps. Et donc il y a eu un exil de fait pendant une quinzaine d'années. Il est revenu à Moscou que vers 1955. Donc cette arrivée d'un cinéma américain pendant une période très brève, dans l'après-guerre, il ne l'a pas vécu, lui. Il a continué son propre parcours de manière assez isolée. Bon, les cinéastes étaient effectivement assez isolés dans les années de l'après-guerre. Mais lui en particulier, disons, le dialogue avec les contemporains ou avec les autres a été quand même assez embarrassé par cet état de fait. Comment est-ce que se passe aussi le rapport quand le film est je ne sais pas s'il n'y a pas un service de la censure, mais il y a un contrôle politique, j'imagine. Les films sont vus, les films sont alors déjà d'une part sont critiqués peut-être par les pairs, et déjà comment lui réagit ou interagit avec ça. Et puis comment est-ce que ces films sont reçus par le régime aussi. Comment ils sont perçus. Est-ce qu'ils sont je pense qu'il y a différentes. C'est difficile de parler de manière générale. Ça doit correspondre aussi à certaines périodes. Ça change avec le temps. Le système soviétique était un bon système en fait, c'est-à-dire qu'il mettait les créateurs au centre de la production et il y avait beaucoup de discussions intérieures au studio ou préalables ou avec les journalistes dans la maison des cinéastes par exemple. Il y avait beaucoup de discussions entre professionnels sur les films. Et qui sont des discussions, il y a des transcriptions qui sont des discussions souvent très passionnantes. Alors il y a les jalousies, mais il y a aussi les admirations, il y a toutes sortes de réactions qui sont très passionnantes. Alors avec donc l'envie, par exemple, sur la troupe Naya, ça a commencé à se concentrer sur le fait de ne pas avoir suivi le scénario, et sur la demande d'un plus grand contrôle de la production sur le scénario. Alors ça, évidemment, c'était quelque chose qui pouvait ensuite trouver un écho chez le pouvoir politique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans les années 30 de plus en plus. Mais ça s'est passé aussi dans le monde entier, parce qu'au début du sonore, l'improvisation n'était plus de mise. Les enjeux économiques étaient trop grands. Et déjà même sur Troubnaïa, est-ce que déjà sur la matière même du scénario, la façon de représenter, je sais pas, les classes populaires ou les classes qui s'enrichissent, est-ce qu'il y a déjà un regard du politique à ce niveau-là, où il y a une totale liberté artistique sur la façon dont est représenté le peuple? Il y a une approbation du scénario. Et puis après, Barnett part faire son film et revient avec un film qui ne ressemble pas exactement à ce qu'on attend. Alors, soit dans des périodes comme celle-ci, il n'y a pas de véritable problème, soit peu après, des éléments de censure ont commencé à arriver. Et ça a été l'histoire à partir du milieu des années 30, quoi. Les purges staliniennes, c'est cette période-là ou Alors c'était parallèlement, puisque la terreur a commencé en décembre 1935, et c'est à partir de cette période-là aussi qu'il y a eu que des congrès ont légiféré sur les aspects esthétiques, d'ailleurs qui étaient jamais définis en tant que tels. L'idée du réalisme socialiste, personne n'a jamais été capable de le définir. Enfin, ça voulait dire qu'il fallait que ça soit conformiste, en gros. Et ça voulait dire assez les avant-gardes,
on est là pour raconter des histoires à des millions de spectateurs. Donc il y en a d'ailleurs, il y a des cinéastes qui s'en sont, à qui ça convenait parfaitement. Le cas de Barnett, c'est que c'était un cinéaste incontrôlable. C'est il faisait des choses, et dans sa mise en scène aussi, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être contrôlé. Il essayait de faire, il y a 2-3 films où il a essayé de faire les stéréotypes, où il a essayé d'obéir à la volonté d'un réalisme socialiste qui serait une sorte d'embellissement de la réalité. Ça n'a pas très bien marché. Chaque fois quand on regarde ces films d'un peu près, alors il y en a qui ne sont pas bons, il y en a qui sont plus ou moins bons, il y en a qui échappent un peu par inconscience, ou simplement parce que le cinéma est plus fort. Le fait de mettre en scène, le fait d'écrire, de mettre en scène, de se trouver avec des acteurs, avec des paysages, avec des lieux, est plus fort finalement que ce qui est attendu, qui est une sorte de nivellement esthétique. Moi, je trouve, Trubnaya, ça fait partie du peu de films qu'on a en DVD. Donc, où est-ce qu'il se trouve ? J'en parle quand même, c'est chez Lobster Film. C'est vrai que quand on voit ces films, bon, c'est une comédie, il y a un ton de comédie dans Trubnaya. Mais il y a des vraies trouvailles, il y a une vraie inventivité esthétique. On l'a vu même dans le court extrait, la présentation de l'immeuble. Même il y a je sais pas, histoire de canards, de flashbacks, d'arrêts sur image, des choses qui sont, que je trouve totalement surprenantes et réjouissantes, quoi. Moi, je sens une grande liberté. C'est une comédie très drôle, c'est une comédie en liberté parce que entre Barnett, un studio qui lui laissait, qui le laissait libre, les acteurs qui choisissaient ce qu'ils voulaient faire avec eux et ce qu'ils racontaient sur la réalité soviétique, il y avait plus. Le scénario était un peu oublié. Alors des choses, par exemple, l'histoire de l'escalier, non, est dans le scénario, mais c'est un des scénaristes qui l'a apporté. Ce n'est pas dans le scénario d'origine de la dame c'est pas dans le scénario qui avait été approuvé. Donc le scénario était approuvé, ensuite on retravaillait parce qu'on préparait le scénario d'origine, en général à la forme d'une nouvelle, d'un scénario littéraire. Ensuite la préparation du scénario de tournage permet évidemment beaucoup de choses, mais en général il s'agit de préparer un découpage. Alors là il s'agissait vraiment de développer complètement le film. Alors il y a à la fin du film, il y a une élection de la municipalité, du soviet de Moscou, donc de la mairie de Moscou, et des élections municipales, et qui arrive au 5/6e du film, alors que c'était l'essentiel du scénario. Là, il y a 5 histoires, 5 bobines, et une série d'histoires qui s'entrecroisent, qui amène finalement à ce défilé, à cette élection, au quiproquo provoqué, etc. Mais on n'est plus du tout dans le projet d'origine. On est avec des personnages qui font des choses. Bon. Alors là, le film a été autorisé, mais il a été quand même, il n'a pas été exporté, disons. Disons là, c'est une vision. Le film est vraiment drôle. On se tord de rire à voir le film. Et en même temps, il y a des trucs extrêmement sombres sur la solitude au pays des soviets, sur la cruauté des gens, sur l'isolement, sur la petite bourgeoisie, la mentalité petite bourgeoise qui naît dans ces immeubles collectifs, à l'inverse du projet d'origine, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Pas tout à fait, non. Enfin, Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des gens qui sont allés à la rétrospective, à la cinémathèque, ou qui ont découvert Barnett Les 23 films, combien sont visibles ? À la cinémathèque, ils ont dû passer une vingtaine des films. Combien sont visibles ici ? Ici, je vois qu'il y en a 2. Il y a Miss Ment. Miss Ment, qui est une co-réalisation, donc c'est un demi-film. Et puis, La Maison de la rue Troubnaya,
Donc c'est celui, bon c'est vrai, c'est un des plus beaux dans les muets. C'est l'histoire de deux marins qui échouent, donc qui se retrouvent dans un kolkhoz et qui passent du temps et de l'arrivée. C'est un scénario totalement bêta s'il est raconté en termes officiels des spectacles. Deux hommes, c'est qui on veut, enfin c'est Laurel et Hardy, Don Quichotte et Sancho Panza. Film de 1936. Le film est de 34-35 et il est terminé en 35, donc il est tourné en Azerbaïdjan donc dans un kolkhoz. Il est tourné sur place avec des acteurs russes, mais avec aussi des Azéris, quelques répliques même en azéri. Et ça joue beaucoup. Enfin, c'est une coproduction. D'ailleurs, c'est une coproduction avec le studio azerbaïdjanais. Donc, ce qui joue pour... donc, d'abord, ça joue pour la distance de Moscou, ce qui est toujours un plus pour un tournage. Possibilité d'emmener une équipe en extérieur dans des décors naturels où l'improvisation n'est non seulement tolérée, mais obligatoire. Dans l'attente d'une tempête qui ne vient pas et quand elle arrive, qui emporte le décor, etc. etc. Ah oui, donc voilà. Donc c'est vraiment un film tourné en totale liberté. En plus, le temps que le film soit tourné, le film est tourné dans une période de relative liberté. Et c'est c'est après la sortie que ça s'est resserré. C'est le moment où la censure a commencé à intervenir sur à peu près tout, sur l'opéra, sur la peinture, sur la littérature, etc. Donc le film a été retiré de la distribution, comme on dit pudiquement, mais il n'a pas été touché. Disons, il a été produit en liberté. Voilà. Le passage au parlant, c'est d'abord, il est beaucoup plus tardif qu'en Occident, et il est assez proche des théories des cinéastes de l'époque, aussi bien Fritz Lang que René Clair, qu'Eisenstein, c'est-à-dire le cinéma, le son, ça doit être un matériau aussi malléable que l'image, que le montage. Et au départ, il n'est même pas question de mélanger les sons, on monte les sons. Donc cette possibilité, c'est une possibilité qui va au-delà de l'idée du son direct, un son qui rendrait la réalité du son vécu, comme au même titre que l'objectif de la caméra rend en principe la réalité de ce qu'il voit, rend de manière mécanique, mais c'est quelque chose qui serait un des éléments du montage, comme l'était l'image, comme l'était le plan dans le cinéma muet. Donc le premier film de Barnett, le premier film sonore de Barnett, Okraina, est une sorte de chef-d'œuvre de dentelle de son, avec tout un laboratoire. Il est tourné, même chose, il est tourné en partie en province et en partie à Moscou, avec des systèmes extrêmement subtils d'installation, les sons off étant préparés hors du décor, ou étant enregistrés en même temps, ou bien étant montés avec la pellicule, étant montés sur la pellicule, avec par exemple des explosions d'obus qui sont coupées dans une bande son d'explosion et insérées à l'intérieur d'un dialogue. Ce qui a été le cas aussi, mais ce qui avait été le cas aussi en Occident, ce qui a été le cas par exemple dans les premiers films sonores allemands, les premiers films, ceux qui sont arrivés très tôt en 29. Mais c'était une conception du son comme un élément du montage, et encore une fois comme le montage, comme le principe conducteur, ce qui n'était pas vraiment non plus ce qui n'était pas la passion de Barnett. Simplement on voit dans Okraina,
comme dans la maison de la rue Troubnaïa, qui maîtrisait complètement toute cette possibilité d'un cinéma de montage. Et au bord de la mer Bleue, la situation est un petit peu différente. Il y a une histoire qui est écrite avec un collaborateur, enfin écrite à deux. Et l'histoire est très simple et l'invention se fait essentiellement au tournage, avec des idées avec des choses très très prévues, comme la tempête, qui est évidemment pas prévue, mais qui est déjà découpée dans le scénario en le même nombre à peu près, enfin ce qui est assez rare, et d'autres choses, et le reste étant évidemment ce qui se passe entre les acteurs, puisque c'est un film à peu de personnages. Bon, il y a un triangle amoureux, et puis le reste, ce sont les habitants du kolkhoz qui ont chacun ses excentricités, ou le kolkhoz lui-même qui réagit collectivement à l'aventure des deux hommes, etc. Bon, là, on peut pas le montrer là, mais ça serait intéressant de montrer il y a une séquence de procès. Il y avait beaucoup de séquences de procès dans les films soviétiques à l'époque, mais c'est une séquence de procès dont on ne sait pas vraiment si elle est dans la réalité ou dans le rêve. Et si c'est dans le rêve, on ne sait pas très bien qui rêve, si c'est l'un des deux hommes ou l'autre. Et ça se poursuit. Enfin, donc on a quelque chose, les choses s'éloignent petit à petit du réalisme d'un récit linéaire, et puis sans parler évidemment des choses qui peuvent être improvisées, puisque là Barnett travaillait avec le blond pour la deuxième de 6 fois, et avec le brun la première fois, mais c'était un acteur extrêmement brillant du théâtre de Meyerhold. Alors Meyerhold, c'était le théâtre révolutionnaire, non psychologique, c'était l'octobre théâtral. Et Sverdlin est un acteur extraordinaire qui fait là des choses étonnantes, alors qu'il peut improviser à l'intérieur. Barnett lui lançait des instructions, il marchait sur un oursin ou sur un coquillage, ça faisait mal. Donc Barnett lui sifflotait un air en lui disant de continuer à boiter au rythme de la danse caucasienne, la Legzinka. J'ai jamais su si c'était une danse azérie ou arménienne. Enfin bon, c'était ou bien l'idée on est tombé dessus tout à l'heure, mais c'était quand on choisissait les extraits, l'idée de faire manger un citron aux acteurs, ce qui évidemment provoquait une grimace, et de multiplier la grimace au niveau des trois personnages. Bon, ça, ce sont des petits détails, mais ce qui rend cette histoire tout à fait simple, ce qui donne une vie à cette histoire tout à fait simple, et aussi une vie à cette idée d'un lieu de rêve, d'un lieu qui est un petit peu nulle part. Enfin, c'est dans lequel ils sont débarqués comme Ulysse débarque. Se retrouve tout nu au milieu d'un tas de filles qui le ramassent au milieu qui obéissent à Nausicaa, et est ramené par là, et on le met il se retrouve dans un ensemble de gens, au milieu de gens qui sont tout à fait imprévisibles pour lui. Donc c'est ça aussi. Alors, voilà. Donc lui, sur un plateau, c'était quoi, un directeur d'acteur, une main de fer, c'était une force de proposition, c'était quelle réputation il avait, Il avait une réputation d'un très bon professionnel, et bon, on sait il y a eu un livre très malveillant sur Renoir pour expliquer que les Renoiriens étaient des imbéciles, qu'ils n'avaient jamais compris que Renoir filmait le scénario et n'improvisait pas du tout. Or, on sait que l'improvisation, c'est pas partir à l'aventure et dire on va faire n'importe quoi. C'était un certain travail avec les acteurs, il y avait un travail préparatoire, il y avait déjà la connaissance personnelle des acteurs, qui est extrêmement importante pratiquement dans tous les films, même dans les mauvais films. Les personnages, d'une part, les personnages féminins sont toujours des personnages qui inspirent Barnett, et il fabrique dans chaque film, il a une interprète différente. Il n'utilise que celle qu'on vient de voir, qui a été sa femme le temps de 2 films. Les autres sont là, et les acteurs sont des gens
avec qui il travaille de très très près. Donc là, il y a une connaissance des acteurs et puis un besoin de les fréquenter, de passer du temps avec eux. C'est pour ça, comme d'ailleurs la plupart des cinéastes, disons, classiques, il était mieux en extérieur que près des centres de décision. Donc voilà, c'était cinéaste considéré comme très, très sûr, très professionnel. C'est pour ça qu'on l'envoyait à droite à gauche quand il s'agissait de bricoler un film interrompu pour des raisons X ou Y. Donc ça lui est arrivé 2 fois dans ces 10 dernières années. Ou bien pour sauver un studio qui n'avait pas encore redémarré après les bombardements, donc se trouver dans une situation d'improvisation de la fabrication dont il pouvait s'arranger. Voilà, donc ça n'était pas... c'est sa femme qui raconte que cette histoire sur le scénario, qui refaisait le scénario, et quand il arrivait sur le plateau, il changeait. Les autres savaient que c'était un technicien parfait qui était très très attentif en plus à ça. Par ailleurs, il s'éloignait toujours du scénario et toutes les discussions qu'on a, c'est toujours la discussion est toujours relative à cette question de ce qui est écrit. C'est pas vraiment ce qu'on a vu là, et ainsi de suite. Alors quand c'était tourné dans les terres vierges au Kazakhstan, comme dans Alenka, dont on va voir un extrait si on a le temps, ça pouvait se discuter avec l'auteur qui venait au Kazakhstan parler avec lui. Enfin bon, il y avait ce côté individualiste et en même temps il y avait une grande recherche d'un travail d'équipe, collaboration avec les écrivains. Là aussi, il a peu travaillé avec les mêmes écrivains. Il a travaillé 2-3 fois maximum avec les mêmes écrivains, tout en les appréciant beaucoup, en s'entendant très bien avec eux, la plupart. Enfin bon, il a peu travaillé, il n'avait pas une équipe. Il y avait sur les 2 premiers films. Bon, ensuite, à partir de 1936, il s'est trouvé avec des équipes qui n'étaient pas vraiment les siennes. Donc c'est difficile de dire. Il n'y avait pas une équipe. C'était pas John Ford qui refaisait appel au même personnel et aux mêmes acteurs. C'était soit en partie une question de choix. Sur les interprètes, il y a vraiment 2-3 interprètes qui réutilisent sur 3-4 films, mais sur les autres, ils préfèrent changer. Et il y a aussi une question de fonctionnement des studios à la manière stalino-hollywoodienne qui a pris le dessus dans les années 30, avec l'intervalle de liberté qu'il y a eu relatif et très paradoxal qu'il y a eu pendant la guerre. Les relations que Boris Barnett entretenait avec Eisenstein, c'était quoi lors de la collaboration, de la rivalité, c'était bienveillant, c'était quoi? Ça pouvait pas être la rivalité parce que Barnett n'était pas considéré comme un cinéaste par les gens qui s'intéressaient à la théorie du cinéma, au cinéma avant-garde, etc. Par exemple, en 1927, il y a eu 4 films, 4 productions pour célébrer l'anniversaire de la Révolution, et dans la revue de Tretiakov qui était la revue littéraire, la grande revue littéraire de gauche, qui s'appelait le LEF, c'est-à-dire le Front littéraire des arts. Non, oui, c'est ça, le Front littéraire des arts, ou le Front de gauche, pardon, le Front de gauche des arts. Il y a une discussion entre tous les membres de l'IEF, y compris Shklovsky, dont je parlais tout à l'heure, co-scénariste, y compris Esther Choub, réalisatrice de films de montage, qui parle des films réalisés sur la Révolution d'octobre, et il parle essentiellement du film d'Esther Choub, La chute de la dynastie Romanov, qui est un très beau... Il doit exister là quelque part. Il doit être... Je ne suis pas certain. Pas sûr. Bon, octobre d'Eisenstein, en tout cas. Oui, ça, il n'y a pas de doute, il existe. Et il y en avait un 4e, mais qui a dû sortir après, qui était la fin de Saint-Pétersbourg, de Pudovkin. Or, le film d'Esther Choub et le film de Barnett en avait fait un qui s'appelait donc Moscou en octobre,
c'était un peu paradoxal parce que c'est pas à Moscou que la révolution s'était passée, mais il y avait eu des affrontements assez sanglants à Moscou. Et Barnett est absolument pas mentionné dans la discussion entre cinéastes, ce qui veut dire on n'y faisait pas attention. On ne faisait pas attention à ses films. Il travaillait pour un studio qui était généralement considéré comme commercial méprisable, même s'il y avait des gens comme Kuleshov et ses élèves, Pudovkin, Barnett, y compris Protazanov, qui était lui un ancien d'avant la Révolution. On considérait que ce qu'il faisait, c'était fait pour ameuter le public, c'était pas sérieux. Tout à fait à tort, bien entendu. Donc Barnett, on ne faisait pas terriblement attention. Parmi ses pairs, parmi les cinéastes, dans les discussions entre cinéastes, il y avait au contraire un très grand enthousiasme dans les Okraïna et Au bord de la mer Bleue, ont des admirateurs absolument passionnés. Donskoy, par exemple, est un grand défenseur. Gerasimov, qui est devenu ensuite un cinéaste assez officiel. Gerasimov dit que c'est grâce à Barnett et grâce à Okraïna qu'il a eu envie de faire du cinéma comme il a eu envie de faire de la littérature avec les grands auteurs, etc. Et ils sont plusieurs comme ça à parler avec enthousiasme de Barnett. Avec Eisenstein, alors quand j'ai commencé il y a très longtemps à travailler sur le livre, j'ai demandé à Naum Kleman, qui est le meilleur connaisseur du passé du cinéma soviétique et le meilleur connaisseur d'Eisenstein, qu'est-ce qu'il y a? Eisenstein n'a jamais écrit sur Barnett, il y a quand même quelque chose de bizarre, et alors il a ouvert les bras comme font les soviétiques quand on leur dit que ce qui se passe chez eux n'est pas terrible, et il m'a dit ben non, il n'y a rien. Alors, bon, il n'y a rien. Petit à petit, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé, bien sûr, quand on cherche, évidemment, quand on trouve ce qu'on cherche. Et j'ai trouvé alors des interventions verbales d'Eisenstein sur un film qui a d'ailleurs été interdit en 41, où Eisenstein était directeur du studio. C'est encore une des excentricités du cinéma soviétique. On mettait des cinéastes à la tête des studios. Grande bizarrerie, invention de 1939. Et donc Eisenstein était directeur de Mosfilm pendant 1 an et demi avant de commencer à travailler sur Ivan le Terrible, et puis ensuite il y a eu l'invasion. Donc, et le film est très attaqué. Le film d'abord soulève l'enthousiasme des amis fidèles, mais il est quand même très attaqué parce que là il y avait quand même les jalousies étaient très très fortes. Et c'est Eisenstein qui le défend très très vigoureusement et pour des très bonnes raisons, sachant que le film va être interdit et qui se bat pour ce film parce qu'il considère que c'est un film qui fait ce que lui, Eisenstein, ne fait pas, c'est-à-dire parle de la vie contemporaine soviétique et des particularités de cette vie. Et il est il est vraiment intéressant. Il dit ça, c'est pas pour défendre les films dont il est responsable, mais c'est vraiment pour dire plus. J'ai trouvé d'autres trucs. Alors j'ai trouvé des correspondances très très amusantes ou des remarques très amusantes d'Eisenstein sur Barnett. Voilà, Barnett a été... Enfin bon, donc les rapports étaient en tout cas amicaux. Barnett a essayé de défendre... Il faisait partie, il y avait une petite coterie quand... Bon, Eisenstein, en 1935-1937, a tourné un film qui s'appelle Le Pré de Bégine, qui a été interdit une fois, retourné, interdit une deuxième fois, et interdit de la manière la plus humiliante, c'est-à-dire, c'était en 1937, c'est-à-dire que non seulement le film était interdit, mais, enfin le film non terminé était interdit, mais le réalisateur devait expliquer pourquoi il avait raté son film et comment il avait été nul politiquement, inconscient, irresponsable, etc. Ce qu'Eisenstein a été obligé de faire, et tout le monde... il a écrit un peu dessus ensuite, en parlant justement de cette histoire de l'interdiction du film de Barnett. Enfin, il a mis deux choses, mais ce qui était évidemment... où Barnett risquait beaucoup moins, disons, il y a eu des interdictions de travail, pas très longues, mais disons, les cinéastes ont été peut-être une des catégories qui ont été le moins victimes de la répression. Disons, il y a peu
il y a peu d'exécutions, il y a peu d'assassinats, enfin de procès qui débouchent sur la mort parmi les cinéastes, à la différence des écrivains. Bon, donc les rapports étaient bons et donc pendant l'histoire du pré de Bégine, Esther Choup, dont je parlais tout à l'heure, Barnett et un ou deux autres ont écrit, sont allés voir la direction de Mosfilm, ont participé aux discussions en s'imaginant qu'ils allaient sauver le film, alors que les discussions étaient des discussions de pure forme pour faire entériner l'interdiction, pour dire bien sûr c'est juste de l'interdire. Et Barnett et Choup sont allés au casse-pipe tranquillement en disant mais non, mais c'est pas... enfin bon, en défendant quelque chose qui était par avance indéfendable. Donc il y a eu un certain courage, une certaine maladresse diplomatique, mais ça, on sait que Barnett, de ce côté-là, n'était pas un très fin diplomate. Voilà. Donc apparemment, il y a plutôt eu une relation d'amitié, et je crois qu'Eisenstein s'en foutait complètement des films de Barnett. Il lui a envoyé un mot très drôle, il était au... comment ça s'appelle ? Il était pas en clinique, au sanatorium sur la mer Noire pour se reposer entre les deux tournages du pré de Bégine, et ils ont vu Miss Sanatorium d'État. Sanatorium d'État, oui, où les artistes pouvaient aller se reposer. Et il lui envoie un mot très drôle parce qu'on leur passe des films, donc ils ont vu à l'époque peut-être qu'ils ne pouvaient pas projeter des films sonores. Donc on leur projette Miss Mend, donc le premier film de Barnett en co-réalisation, qui est une espèce de film policier à épisode, film policier et d'aventure à épisode. Et Eisenstein lui dit ça fait des merveilles, c'est mieux que les médicaments qu'on nous donne. Voilà. Bon, ça fait partie des rares papiers que Barnett avait gardés. Voilà, il y a d'autres plaisanteries, mais parfois ça fait partie du goût d'Eisenstein pour les plaisanteries obscènes aussi. Mais enfin bon, c'est trop long. Et puis en plus, si vous voulez savoir, vous achetez le livre dans ce cas-là. Ça fait partie. Et vous le trouverez en note de bas de page. Bernard, on va passer peut-être un dernier extrait. S'il y a peut-être une ou deux dernières questions, et puis après on passera à la dédicace pour ceux qui veulent acheter le livre. Oui. Vous avez travaillé justement, est-ce que vous avez eu accès à des archives inédites ou peu consultées? Des archives très faciles d'accès. C'est-à-dire quand j'ai fait vraiment le premier travail, il y a eu deux phases, mais enfin le premier vrai travail de fond, c'était en 92, et apparemment ça n'était pas la première fois, c'était les archives littéraires d'État. C'était pas, et là il y avait un fonds Barnett, il y avait un catalogage, le fonctionnement était très 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 vieillot, mais il y avait un catalogage qui donnait les cross-references qui permettaient de voir précisément dans les archives Eisenstein, vous trouverez ceci sur Barnett, ou toutes les discussions auxquelles il avait participé, même si ce n'était pas de ses propres films ou de films qui n'avaient pas été tournés, étaient référencés. Donc il y avait largement de quoi faire. Bon, j'ai épuisé, je suis loin d'avoir épuisé, mais j'ai quand même fait à peu près ce qui m'intéressait, précisément parce que Barnett a tout balancé, m'expliquait sa veuve. Il gardait rien, lui. Donc les choses ont essentiellement été gardées par des amis. L'acteur, l'homme qui craint les chatouilles, par exemple, a laissé des traces. Beaucoup de gens, au moment du dégel, beaucoup d'acteurs, de techniciens ont écrit des mémoires. Certains ont écrit pour le bureau de propagande soviétique à l'étranger, ce qui veut dire que le contrôle était moindre. Il y avait moins de censure que sur les livres produits, édités sur place. Voilà, bon, donc c'était ça. Les autres archives, c'était Gosfilmophone, c'est-à-dire la cinémathèque d'État, où il y a alors des documents des documents de tournage sur les films. Malheureusement, pas tout ce que je cherchais, et puis mon russe n'était pas suffisant pour travailler aussi vite que j'aurais voulu.
C'était quand même des périodes assez courtes. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas ce qu'on trouvait dans les archives américaines de plans de tournage, par exemple, des choses qui en tout cas aux États-Unis m'étaient extrêmement utiles. Les feuilles de service, les rapports quotidiens, des choses comme ça. Mais en revanche, il y avait toutes ces discussions et puis beaucoup d'échanges, les échanges officiels, etc. Bon, ça, comme ça, alors à la même manière des Américains. Ça a été l'essentiel. Et puis donc c'était en 92, donc il restait pas mal de survivants que je suis allé voir. Ça a été moins facile que de travailler aux États-Unis, simplement parce que les gens avaient un peu perdu la trace les uns des autres. Là, il aurait fallu un séjour plus long pour en retrouver davantage. Et puis il y en a c'était 92, donc on était loin d'avoir vu tous les films. En particulier, si on voit maintenant l'extrait d'Une fois la nuit. Fois la nuit. Ouais, c'était un film, ou Une certaine nuit, c'était un film qu'on n'avait pas vu. Et bon, si je l'avais vu, j'aurais sans doute cherché d'autres choses. Alors, il faut qu'on cale un petit peu l'extrait. Donc, ouais. Juste recontextualiser peut-être le film. C'est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un film qui se passe, comme beaucoup de films soviétiques de cette époque, dans une petite ville occupée par les nazis. Et le film se passe dans un double espace assez restreint. C'est un film tiré d'une pièce, mais qui ne fait pas mine de dissimuler le côté théâtral des échanges. Et donc voilà, c'est l'histoire de l'occupation, la cruauté de l'occupation allemande et la résistance incarnée dans le cas de ce film par l'héroïne que vous allez voir, qui est très loin d'être typique. А ты почему здесь? Почему ты здесь, я тебя спрашиваю? Меня убили сестру. Кто убил? Нет. И мама тоже только. Мама сразу умерла, сестра потом. Я здесь место. Освободить помещение через 15 минут. Через 15 минут освободи помещение. Здесь учреждение будет.
On va s'arrêter là. Vous pourrez poser vos questions à Bernard de manière plus informelle, mais il y a les livres, donc ce livre-là qui est en vente, et vous pouvez demander une petite dédicace si vous voulez à Bernard Eisenschitz. Voilà. Donc un grand merci à vous Bernard d'être venu et pour toutes ces informations précieuses, passionnantes comme toujours. Merci beaucoup.